Écologiste qui a été pris à partie. Non, je crois que on a découvert beaucoup de choses avec cette lutte des gens de Sénégal. Et elle est exemplaire. Pour moi, je crois que je suis écologiste et on peut le dire, elle est exemplaire sur trois niveaux. Le premier niveau, je trouve, qui est superbe, c'est la réponse qu'a fait la CUS au départ. Et j'ai vu des rapports au niveau de la CUS sur le conflit, ce qu'on appelle le conflit sénéral. C'est vu par les gens de la CUS comme un problème salarial. Ce qui veut dire tout problème qui peut exister devra se résoudre par l'argent. C'est le système dans lequel on vit aujourd'hui. Or, précisément, cette lutte est exemplaire parce qu'il ne s'agit pas d'un problème d'argent. Il s'agit d'un problème de santé, d'un problème de vie. Et elle illustre parfaitement cette lutte, ce qu'est devenu aujourd'hui l'écologie. Malheureusement, cette belle idée qui, on l'oublie trop souvent, doit interroger plusieurs pans de la société. L'écologie, ça n'est pas que la défense de l'environnement. C'est la défense de l'environnement au sens large. L'environnement naturel, c'est certain, mais l'environnement urbain et industriel aussi, et l'environnement humain surtout. Et c'est vraiment là qu'on s'aperçoit que aujourd'hui, l'écologie est vue comme quelque chose qui ne peut avoir d'intérêt que si ça rapporte. Ça rapporte à quelqu'un. Ça, c'est très important aujourd'hui. On se rend bien compte, ce qu'on appelle le greenwashing, la croissance verte. Il y a toujours le mot croissance et on va l'habiller de quelque chose. Mais l'écologie que je défendais autrefois, qui pour moi existait encore, c'était quand on a une usine comme Sénerval qui pollue, dont on sait qu'elle pollue. Il y a deux moyens d'y répondre. Soit on met des filtres, mais on continue à polluer, soit on peut s'interroger pourquoi est-ce qu'on pollue. Est-ce que c'est nécessaire de polluer? Et aujourd'hui, avec Sénerval, il est nécessaire de polluer. Le contrat qui lie la ville de Strasbourg à Sénerval impose qu'il y ait une quantité de déchets importante à brûler. Si tout d'un coup les gens triaient tous leurs déchets et jetaient leurs emballages, Sénerval se fâcherait et ferait payer la CUS parce que la CUS ne respecte pas ses engagements. Fournissez-nous des ordures. C'est ça ce qu'est devenu l'écologie aujourd'hui, quand elle est mise au service d'une société qu'on appellera libérale, marchande, etc. Et le deuxième plan sur lequel cette lutte est très illustrative, c'est que l'écologie aujourd'hui, c'est justement, on ne voit plus qu'un pan. On ne veut voir que ce qui est visible dans l'écologie. Les déchets, c'est pas bon. C'est pas bien d'avoir dans la cour de mon immeuble des poubelles pleines. Alors on va payer pour que ce problème disparaisse. Et il va disparaître. Il n'y a plus de déchets à Strasbourg, les rues sont balayées, c'est propre. Et il va disparaître encore plus. Ça ne va pas sentir mauvais, les déchets. Et puis on a mis des normes pour que ça ne pollue pas. Mais les gens qui s'en chargent, cela on s'en fout. Ça c'est une variable d'ajustement. C'est ça l'écologie. Moi j'avais dit l'environnement humain, ça doit exister aussi. Et ne vous faites pas de deal. Vous comptez pour quoi? Vous êtes 55. Mais tout le monde s'en fout. Vous n'êtes que ça, sauf nous. Et vous ne représentez rien. Quelques petits millions, mais qui ne sont même pas pour vous, qui sont à notre charge, vous n'êtes pas intéressants. Et quand vous aurez crevé tous, eh ben on a une directive européenne qui permet de prendre des Polonais en les payant au bas prix, sans respect du travail, la directive sur les travailleurs détachés. Rassurez-vous, on vous remplacera facilement, dès que vous serez mort. C'est ça l'écologie, c'est ça ce qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est ça l'Europe. Alors, juste un petit mot sur ces fameuses normes. Je ne prendrai pas ma casquette de scientifique pour vous dire qu'une norme obéit toujours à 3 éléments. Le premier élément, c'est la santé. Pas parce que ça ne doit pas être dangereux, mais simplement s'il y a des problèmes, ça ne doit pas se voir de trop. Les normes d'anti-radiation, c'est clair, ça a été fait. Vos normes aussi, c'est pareil. Il ne faut pas respirer plus de tant de machin de mercure, tant de milligrammes de mercure, parce que vous on s'en fiche, vous n'êtes que 55, mais il ne faudrait pas que la ville de Strasbourg en respire de trop.
Donc on fait des normes pour protéger le maximum contre le minimum. Et puis la deuxième chose, c'est que les normes, il ne faut pas que ça soit trop difficile à mettre en place. Il faut que l'industriel puisse s'y retrouver quand même, et que ça ne coûte pas trop cher. Vous voyez, les normes, c'est aussi 3 éléments, comme l'écologie. Et l'élément humain, là-dedans, c'est toujours le moins important. Mais puisqu'on parle de normes, parlons d'Europe un tout petit peu. Et il y a une chose qui m'a toujours intrigué en Europe. C'est que l'Europe, mis à part tout ce qu'a dit Karine sur la non-démocratie de l'Europe, l'Europe est quand même une chose qui nous contraint. Il y a des contraintes fortes. Quand un pays se permet d'avoir plus de 3% de son PIB en déficit, eh ben on lui tape sur les doigts et on ne va pas accepter son budget. L'Europe peut avoir des contraintes, mais dès qu'il s'agit d'écologie ou d'environnement, c'est des promesses, c'est plus des contraintes. Tout le monde doit faire en sorte qu'il faut faire baisser le CO2, par exemple, d'ici 2025. Ça va, on sera tous morts, on ne pourra pas vérifier, c'est pas un problème. Mais si un pays ne respecte pas cela, qu'est-ce qui lui arrive? Ben rien, on regarde ailleurs. Ah, s'il dépense trop d'argent pour le social, là c'est pas bien. S'il pollue trop, eh ben, tant pis, quoi, on fait comme si on faisait rien. Donc c'est ça, une Europe à 2 vitesses. Une Europe qui privilégie d'un côté un système marchand, parce qu'elle en a besoin, parce que l'Europe, elle a été faite pour ça. Parce qu'il faut de la croissance partout, et qui oublie tout le reste. Il n'y a pas de contraintes là-dessus. S'il y avait des contraintes européennes, un minimum, des contraintes qui s'imposent aux États, et des contraintes qui puissent passer les frontières, mais vous auriez arrêté depuis longtemps parce que les Allemands n'auraient pas supporté que vous leur envoyiez vos cochonneries. Et ça n'existe pas. Bon, c'est vrai que le rat arrête tout ce qui se passe dans les deux sens. Alors, puisqu'on parle justement de rat, un petit dernier mot. Je ne voudrais pas fâcher des collègues de cette liste avec mon antinucléarisme primaire, comme vous diriez. Mais simplement pour relever, puisqu'on parle d'Europe, et on est en Europe, une chose qui non seulement m'attriste, même me rend furieux. Aujourd'hui, vous savez tous, ce ne sera pas une leçon universitaire, vous savez tous qu'un pays, sa richesse se mesure grâce au PIB. On estime que le PIB, c'est le bonheur, c'est la qualité de vie, tout ce que vous voulez. On mesure ça par le PIB. Encore qu'il faudrait changer un peu son mode de calcul. Et puis si vous regardez l'énergie consommée, pas forcément nucléaire, toute l'énergie, consommée par un pays, ou même par le monde entier, vous vous apercevez que les deux courbes sont les mêmes. Et que depuis l'aube des temps, on a consommé toujours de plus en plus d'énergie, sauf moins 1,5% en 2008-2009. Aurions-nous été plus sages? Non, c'est la crise bancaire. Donc l'énergie et tout ce qui concerne la croissance de marché, ça va toujours ensemble. Eh bien, notre Europe, notre belle Europe, j'ai regardé tous les traités européens, l'ensemble de tous. Depuis le premier traité européen, il est énervé d'ailleurs. Petite parenthèse, c'était quoi le premier traité européen? C'est la communauté économique du charbon et de l'acier. On était déjà, tout était inscrit déjà, il n'y a pas de problème, les gars. Eh bien, dans tous les traités, on parle de tout presque, de finances évidemment, de défense aussi, de social un peu, d'éducation, de transport, d'énergie, jamais. Il n'y a pas une seule fois le mot énergie dans l'ensemble des traités européens. Si, excusez-moi, une fois, c'est énergie atomique, la seule fois qu'on en parle. Donc le Parlement n'a absolument pas vocation à parler d'énergie. L'Europe n'est pas concernée par l'énergie. Et pourtant, à la Commission européenne, il y a un commissaire européen à l'énergie. Preuve qu'il y a donc une politique européenne, mais elle échappe au Parlement. Il ne peut rien dire, rien faire. L'énergie, aujourd'hui, qui est le premier vecteur de tout ce qu'on peut appeler croissance ou autre, de tout ce qui peut faire que nous sommes des êtres humains développés, cette énergie qui devait être un bien commun est devenue un bien marchand. Et tant qu'on en restera là, on ne sera pas sorti de l'auberge. Et ce bien marchand de l'énergie, qu'est-ce qu'il nous permet, puisqu'on parle de politique européenne?
il permet par exemple à une entreprise comme EDF, avec toute sa gentillesse, d'acheter des compagnies énergétiques à nos frontières italiennes, allemandes, de NDV, anglaises. Et quand on parle d'exportation de courant électrique vers l'étranger, eh ben c'est EDF qui se vend à elle-même son propre courant, ou qui se l'achète à elle-même, parce que l'Europe le permet. Et c'est ça. Et quand EDF se paye son courant, qu'est-ce qu'il paye finalement ce courant? Ben c'est nous. Et voilà, c'est ça l'Europe. On en est arrivé là. L'Europe qui dit qu'il ne faut pas de frontières, l'Europe qui en met quand il en faut, l'Europe qui permet tout uniquement parce qu'il ne faut pas bloquer le flux des marchandises, de la croissance et de l'argent. Quant aux êtres humains, ça c'est une autre histoire, ce sont simplement les gens qui votent. Merci.